document, c'est par les quatre. En fait, ils disent que le truc est de. Et la durée de vie est plus courte, mais ils disent 80, 90. Bon, ils ont mis 80, peut-être ils vont nous donner la source. Mais c'est quand même la durée est un peu moins importante que celle de l'adulte. Mais je pense que 80 c'est la limite inférieure, parce que dans certains documents, c'est autour de 90 jours. Mais on pourra vérifier peut-être avec les documents. D'accord. Alors, au niveau du chapitre hémostase, il y a un schéma de synthèse de l'hémostase qu'ils avaient mis à la fin. Je pense qu'il est vers la fin juste à la fin du chapitre de l'hémostase. Ils ont récapitulé. Tu peux avancer. Mais il faut, à chaque fois qu'on pose une question, il faut essayer de mettre la diapo qui correspond. Ça permet d'être plus clair. Mamie, va vers l'avant. Avance, s'il te plaît. Non, avance. La dernière, presque sur l'hémostase. Non, va vers l'avant, s'il te plaît. Voilà, c'est ici. C'est ça l'autre. Non, après. Il y a une autre. Voilà, celle-là. Donc, voilà, ce schéma-là, je pense qu'il est aussi possible peut-être de la mettre même au premier plan dès qu'on commence à introduire la description. Comme ça permet de camper directement dans quel sens on va. Ça peut être mis juste avant la diapo de l'hémostase primaire. C'est plus une question de forme. Maintenant, à la fin aussi, on peut opter de la mettre à la fin pour récapituler. Ça peut être l'un des deux. Mais bon, personnellement, pour la compréhension, il me semble que ce serait beaucoup plus simple de la mettre en amont. Ok, compris, docteur. Voilà, donc sinon, pour le reste, je pense que c'est bon. La formule de Hasselbank, elle peut... Bon, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc pour le reste, ça va. Hein, ça va. Merci, professeur. Merci, docteur Aziz. C'est vrai que moi, j'adhère au fait qu'effectivement, pour un cours qui peut être compliqué, vous l'avez très bien présenté, assez simplifié, et ça, c'est important. Parce que ce qui est important, c'est vraiment les messages clés. Par contre, ce qui a manqué, c'est l'application. Par exemple, allez à la diapo où vous avez parlé des désordres du pH, de l'alcoolose métabolique, etc. Allez à cette diapo-là, vers la fin. Mamie, s'il te plaît, va vers la fin. Mais la personne qui défile les diapos ne suit pas la discussion. Va vers la fin. C'est ça qui est important en fait dans l'équilibre acide-base, de connaître effectivement les systèmes tampons, maintenant de savoir quand il y a un désordre métabolique ou respiratoire, comment ça se règle. Juste par exemple là, remonte. Non. Si tu connais le numéro de la diapo, donne-lui alors, parce qu'apparemment, il ne suit pas les ce qu'on dit. On veut la diapo, oui, allez-y, l'autre. Diapo 64. Là, c'est celle-là. Par exemple, là, ce qui manque, c'est une application à droite. Vous mettez une colonne. Par exemple, vous dites que vous avez une acidose respiratoire. Les bicarbonates sont normales ou augmentés. Le pH est augmenté et les bicarbonates sont normaux ou augmentés. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, quel est le mécanisme de compensation de cette acidose respiratoire? Vous le mettez à droite. En cas d'acidose, quel est le mécanisme de compensation? D'ailleurs, je vous pose la question. Le mécanisme de compensation d'une acidose respiratoire sera... Oui, vous avez une augmentation. Le mécanisme d'une acidose respiratoire, oui, le mécanisme de compensation. Oui, de compensation, oui. Oui, ça sera une alcalose métabolique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En pratique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez quelqu'un qui a
une PCO2 qui est augmentée, quel est le premier mécanisme de compensation? Le premier mécanisme de compensation, ça sera une hyperventilation, en fait. Il peut hyperventiler. Et au niveau rénal? Au niveau rénal, il y aura une réabsorption, donc une diminution de la réabsorption des bicarbonates. Une diminution de l'expression ou bien une réabsorption des bicarbonates. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut mettre une colonne application pour qu'on voit à chaque fois qu'il y a un désordre de ce genre. Parce que c'est ça que vous, en pratique, vous allez faire. Par exemple, et c'est important d'en parler parce que vous allez voir que chez les enfants qui font des asphyxies, les gens tout de suite vont vouloir corriger à mettre du bicarbonate. Vous savez que ce n'est plus recommandé parce qu'on sait que ce qui est plus important, c'est d'avoir une ventilation correcte. Parce que le mécanisme le plus fréquent de la baisse du pH chez un enfant qui fait une asphyxie périnatale, soit il y a une hypoventilation, soit c'est des ions acides qui ne sont pas extraits parce qu'on sait que le rein du nouveau-né est immature pour excréter ces ions acides. Quand même, la capacité d'excrétion est relativement faible. Ou bien cet enfant ne s'est pas adapté sur le plan respiratoire et du coup, ça fait CO2 manque. Donc, plutôt que de chercher à corriger cette acidose-là en donnant des bicarb, plutôt, il faut chercher à maintenir, à établir une bonne ventilation et laisser l'enfant s'adapter. Et même si on doit faire les bicarbonates, dans certaines situations où on a une perte importante, avec une acidose importante, on ne fait pas les bicarb on ne cherche pas à corriger les troubles immédiatement. La correction va se faire, par exemple, sur 48 heures. Mais quand on met ces bicarbonates-là, il faut être sûr d'avoir parallèlement une bonne fonction ventilatoire parce que vous allez déplacer l'équation et vous retrouvez avec du gaz carbonique. Et si vous ne pouvez pas l'éliminer, vous allez aggraver votre acidose. Donc, c'est pour dire juste que, en fait, dans les mécanismes de compensation déjà chez le nouveau-né, il faut, en tout cas pour ce qui est de l'acidose, il faut y aller plutôt avec une ventilation correcte, plutôt qu'en cherchant à mettre des bicarbonates comme on a souvent fait dans les cas de prise en charge de l'asphyxie prénatale. Donc, c'est les applications, moi, j'ai trouvé qui manquaient même dans votre discours, qui manquent dans ce cours. Donc, il faudra penser à compléter la colonne de droite. L'autre chose également que je voulais dire, c'est la synthèse par rapport à la maladie hémorragique du nouveau-né. Par rapport, vous avez parlé d'une synthèse efficace de vitamine K qui est efficace au cours de la première semaine de vie. Mais attention, chez le nouveau-né alimenté qui a une flore digestive, mais vous voyez que chez les enfants qui ne sont pas alimentés, cette synthèse de vitamine K va se faire un peu plus, ça va se faire moins et il y aura chez ces enfants-là un risque de faire, vous l'avez mis quelque part en parlant de la vitamine K. Et vous pouvez vous retrouver avec des maladies hémorragiques alors que l'enfant avait même reçu de la vitamine K, mais souvent de la vitamine K par voie orale. Parce qu'on sait que la vitamine K par voie injectable, intramusculaire, a une bonne biodisponibilité et ce qui permet de protéger aussi bien des formes précoces que des formes tardives. Donc, attention à ça. Donc, dans certains pays, même ce qui est recommandé, sachant que le lait maternel est très faible en vitamine K, et pauvre en vitamine K plutôt, et que la synthèse n'est pas optimale chez le nouveau-né avant le 4e, 6e mois de vie, ce qui est recommandé normalement, c'est de supplémenter en vitamine K lorsque l'enfant est sous allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 4 mois. Et si on introduit un seul biberon de lait artificiel, on sait que le lait artificiel est enrichi en vitamine K. En ce moment-là, on n'a pas besoin de supplémenter. Mais vous savez que d'un point de vue santé publique, ça peut être très difficile. C'est pourquoi l'OMS recommande de donner 1 mg de vitamine K, quel que soit le poids, prématuré ou nouveau-né à terme, par voie intramusculaire, parce que c'est cette voie intramusculaire qui permet d'avoir une biodisponibilité plus longue. Et malheureusement, dans nos cycles, souvent les enfants ont reçu bien la forme orale, la forme intraveineuse, et s'ils ont été malades et qu'ils n'ont pas été alimentés, ils ne synthétisent pas de la vitamine K, et du coup, ils se retrouvent après à faire des maladies hémorragiques dans la semaine, voire dans la dernière semaine de vie, vers la fin du 1er mois de vie, et ce sont ces enfants-là qui font des maladies hémorragiques gravissimes avec des hémorragies méningées avec risque secondaire d'évolution vers une hydrocéphalie.
Donc, c'est juste un complément que je voulais apporter à ce niveau. Et également les particularités immunologiques